Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, pour le deuxième délit d'opinion de ce mois de septembre, en compagnie de Charles Gave et de sa belle chemise, de sa belle cravate et de sa jolie veste. Et de mon joli costume. Tout à fait. Non, pour lutter contre le laisser-aller ambiant qui m'agace, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je me ferai beau pour les émissions. Et moi, je suis le laisser-aller, voilà. Non, vous êtes aberreux comme là, vous êtes jeune, mais moi, ce qui m'énerve, c'est de voir des types de mon âge qui se bladent dans la rue en short et en sandales. Je trouve que quand on est à Paris, il faut avoir, je sais pas, il me semble il faut avoir une certaine tenue. Donc, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je serai digne. Oui, non mais vous avez raison. Surtout que, pour une fois, la température le permet, il fait ni trop froid ni trop chaud. Quand il fait trop chaud, je peux comprendre qu'on soit pas en 3 pièces. Mais là, c'est vrai que la température le permet, on commence déjà à avoir un petit peu froid, même si c'est que le début du mois de septembre. Alors, je voulais pas forcément parler de chemise et de cravate pendant cette interview. Je voulais plus parler de quelqu'un qui s'appelle Michel Barnier. Oui. Puisque voilà, c'est notre Premier ministre. Alors, la semaine dernière, on parlait de ce poste de Premier ministre comme étant quelque chose d'assez inintéressant finalement, ce petit feuilleton pour savoir si voilà ça allait être Bernard Cazeneuve ou Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ou on sait pas qui sort de je ne sais quelle instance un peu obscure, et au final donc il s'agit de Michel Barnier. Alors que penser de cette personnalité, c'est un peu le but de cette émission en fait, et d'ailleurs vous avez écrit un papier dessus donc qui est sorti hier lundi, oui. Où vous dites c'est vraiment votre formule bien à vous, que vous avez été déçu en bien. Voilà, enfin, j'espère être déçu en bien. Ouais. Voilà, j'espère, c'est une formule suisse que je trouve très mignonne. Oui, j'espère être déçu en bien. Alors, je vais essayer d'expliquer, il y a plusieurs raisons. Bon, d'abord, il n'est pas énarque. Oui, tout à fait. Bon, c'est déjà quelque chose. Ensuite, il est provincial, et d'une province qui a des racines historiques anciennes, qui est la Savoie. Tout à fait. Qui aurait pu être une nation qui est une des nations ratées en Europe, comme la Catalogne, où vous savez, il y a un certain nombre de nations ratées comme ça, qui auraient pu être des nations qui n'ont pas été. Ou peut-être une région de la Suisse aussi. Ou peut-être une région de la Suisse, mais en fait, oui. En fait, vous auriez pu faire une nation de ce qui part mettons, de Grenoble, qui descend vers l'Italie, et qui remonte, passe par la plaine du Pô, remonte vers la Bavière. Vous voyez, ouais. Cette espèce d'immense nation qui entoure les Alpes, et où les gens sont extraordinairement commerçants, extraordinairement industrieux, et donc on aurait pu faire une nation là qui aurait été... Bon, enfin, elle s'est pas faite. Donc c'est une nation industrieuse, où il y avait où il y a eu une vieille tradition industrielle. Moi, j'avais été un jour dans le Grésivaudan, qui est le coin par là-bas, et pour aller voir pour aller signer des bouquins, et j'avais été surpris du nombre d'industriels, des petits industriels qu'il y avait. Donc je m'étais dit, c'est une région et de gens indépendants forts, parce que dans les montagnes on peut pas s'attendre à ce que on soit aidé. Donc il y avait ça. Donc il arrive de ça. Il a été maire d'une ville que je connais bien, là, Albertville, parce que j'y passais tout le temps pour aller à Méribel quand j'allais à la montagne. Et puis en plus, il a organisé les Jeux d'hiver il y a quelques années, plutôt bien. Oui. Puis après, bon, il avait fait une carrière politique qui avait été assez brillante, puis il était parti pour l'Europe. Mais enfin, je l'intégrais dans mon imaginaire à l'espèce de personnel politique européen qui avait vendu son âme au diable. Bon. Et donc, par définition, je pensais que c'était un ennemi, si j'ose dire. Voilà. Tout à fait. Et puis, j'ai lu les documents qu'il avait présentés quand il s'est présenté à l'élection de 2021, là. Je crois. Il y avait une première au PR, là. Et il avait fait des propositions que je souligne un peu dans mon article, qui étaient sur la souveraineté juridique de la France, qui étaient sur l'immigration, qui étaient de très bonne qualité, bien fait, bien pensé, et qui me faisait penser que ce type avait pensé par lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'était pas le baratin fétide qu'on peut atteindre d'un copé ou des gens comme ça qui vous sortent toujours les mêmes mots dans le même sens. C'était des choses, je me suis dit, ça a l'air d'être pensé, et ça a l'air d'être pensé individuellement, c'est-à-dire qu'il était arrivé à ça un petit peu par lui-même. Et donc, ce que j'ai décidé de faire dans cet article-là, c'était de dire,
il a peut-être connu une espèce de chemin de Damas, il a peut-être compris ce qui arrivait à la France, et il est peut-être décidé à faire le nécessaire. Donc, donnons-lui une chance. Oui, c'est vrai. En fait, je dirais pas que j'ai compris la personnalité de Michel Barnier, mais je pense que justement, c'est une personnalité qui est peut-être plus complexe qu'il n'en a l'air. Parce que effectivement, quand on le regarde de l'extérieur, on se dit bon, voilà, c'est une espèce de technocrate européen qui a fait tout son boulot pour saper toutes les souverainetés de l'Europe, des nations d'Europe. Mais effectivement, vraiment la seule occasion où il a pu dire ce qu'il pensait bon pour la France, c'était cette primaire LR de 2021, où effectivement il parlait de bouclier constitutionnel. Il a tout à fait compris que l'Union européenne, du point de vue juridique, était un problème pour la France. L'Union européenne, mais aussi les tribunaux français. C'est-à-dire que ce bouclier constitutionnel jouera aussi contre le Conseil d'État et contre la Cour constitutionnelle. Et aussi la CEDH aussi. La CEDH. Et donc, alors, je voudrais dire je voudrais faire une remarque ici. J'ai reçu, comme je le reçois toujours quand j'écris un papier, vous savez, des commentaires. Et il y a une série de commentaires, si vous voulez, qui sont quand même bizarres, qui pensent que j'ai fait ce commentaire pour des raisons basses. C'est-à-dire que je cherche un poste de ministre ou que... Et que j'ai été acheté, enfin j'en sais rien. Donc, il y a toujours des gens, quand j'écris quelque chose ou quand je dis quelque chose, qui viennent et qui me soupçonnent d'être une ordure. Donc, il y a quand même des gens qui nous écoutent, qui pensent fondamentalement, ils peuvent pas penser que quelqu'un fait quelque chose parce qu'il pense qu'il doit le faire. Honnêtement, en honnête homme, si j'ose dire. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, c'est forcément pour des basses raisons. Pour des basses raisons, c'est-à-dire eux, ils sont toujours purs et tout. Mais donc, ils pensent, si j'ose dire, salement. Et ces gens-là, je dis, ils doivent être malheureux quand même, parce que jamais ils ne soupçonnent que quelqu'un fait quelque chose simplement par gentillesse, par bonté d'âme, parce qu'il veut rendre service. Et ça me surprend beaucoup, parce que ça doit être dur de vivre avec cette impression toute la vie que tous les autres sont des salauds. Déjà, j'ai envie de dire, vous avez quand même la bonté, ce que fait pas tout le monde, de mettre votre article à libre disposition, sans publicité ou quoi que ce soit, comme on voit sur la plupart des sites de la presse. Et ensuite, alors peut-être que on se trompe, parce que moi j'ai un peu le même avis que vous sur Michel Barnier. Donc, soit on se trompe, mais auquel cas on l'admettra, sans aucun problème, mais qu'on soit acheté ou quoi que ce soit, ça pour le coup vraiment pas. Mais ce que je dis toujours, tout le monde me dit que j'ai été acheté par la CIA, par Israël, par les Chinois, par les Russes aussi, les Russes et tout, et j'attends toujours le chèque, quoi. Je veux dire, je vois des lettres arriver à chaque fois à l'Institut de Liberté au bureau avec des tampons russes ou des tampons. Non, mais il y a que des bouquins et des magazines, il y a jamais de lettres qui met Fédération de Russie, voici 15 000 euros, moi j'aimerais bien. Mais voilà, on vivrait enfin noblement comme le vivent tant d'hommes politiques français, quoi. Mais non, on n'est pas acheté et on n'est pas achetable. Alors ça, c'était un point que je voulais mettre au départ. Et ensuite, je voudrais revenir à quelque chose que les gens aussi ont beaucoup de mal à accepter. Je voudrais prendre... L'exemple le plus fameux de ce genre de personne, c'est Saint Paul. Saint Paul, il avait commencé par martyriser les chrétiens, vous savez, il était là, il est martyrisé, puis il est allé sur son cheval à Damas et tout, pour continuer à martyriser les chrétiens, puis là, paf, il est tombé de son cheval, il a eu une vision, et puis le Christ l'a pris comme disciple, j'ai toujours pensé que le Christ s'était dit, bon, ben, j'ai choisi 12 mecs quand j'étais en train de me balader à pied là-bas, et ils étaient pas très doués, donc je vais en prendre un qui est quand même un peu plus doué. Il a été piqué Saint Paul, vous voyez ce que je veux dire, c'était parce qu'il savait que les 12 qui étaient là, c'était pas les meilleurs, quoi. On peut parler de Saint-Pierre, même de Saint-Jean, mais enfin, bref, c'est une plaisanterie. Mais donc, vous avez de temps en temps dans l'histoire des gens qui, ayant fait des choses pas bien, se retournent quand ils voient la vérité, et ensuite deviennent des très importants vecteurs de changement. Alors, il y a Saint Paul, bien sûr, et puis vous avez aussi Thomas Becket en Angleterre, vous savez, qui était le compagnon de débauche du roi d'Angleterre. Et alors, il fallait remplacer l'archevêque de Canterbury, qui est le primat d'Angleterre. Et Henri II décide de mettre son compagnon de débauche pour rigoler. Et le compagnon de débauche, donc, lui dit, surtout pas, fais pas ça. Il le met quand même. Et à ce moment-là, il devient intraitable.
pour faire respecter l'Église d'Angleterre. Et Henri II le fait exécuter. Bon, il a été Saint Thomas Becket après, il a été. Donc, je pense à Gorbatchev aussi, si vous voulez, qui, venant de l'intérieur du Parti communiste, se retourne et puis se rend compte que ça marche pas, et puis bon, fait tomber l'Union soviétique. Donc vous avez quand même un certain nombre d'exemples dans l'histoire. Richelieu avec la journée des dupes, tout le monde pensait qu'il allait être viré par Louis XIII, et puis Louis XIII s'est retourné et a dit non, je ne le veuille pas, je le garde, et ça a fait le grand règne de Louis XIII. Donc, de temps en temps, il est possible que Michel Barnier se soit trompé honnêtement pendant 30 ans, en essayant de développer l'erreur, et puis il s'est rendu compte que ça marchait pas. Il est possible que, reconnaissant cette erreur, il essaye de la corriger, surtout maintenant qu'il est Premier ministre. Donc je veux dire, ce que je suis pas du tout certain de ce que je veux dire, mais il n'est pas certain que ça va pas se produire, vous voyez ce que je veux dire ? On peut pas décider à l'avance que parce qu'un gars s'est trompé dans le passé, il va continuer à toujours se tromper. Il peut avoir un moment où il dit non, à partir de maintenant, je vais dans l'autre sens. Et alors, comme il est dans toutes les structures de pouvoir, il a une influence énorme parce que d'un seul coup, les gens s'attendent pas à ça, quoi. Effectivement, c'est-à-dire que en tant que justement technocrate européen, il a été vice-président de la commission pendant la commission Barroso. Il a failli même briguer la présidence de la commission en 2019. Au final, Macron a fait en sorte que non. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui est issu de cette technostructure. Et effectivement, si quelqu'un comme ça, de cette envergure par rapport à cette institution, se mettait à négocier avec elle pour dire ça, par exemple, j'en veux pas, je l'accepte pas. Voilà, vos migrants, je les accepte pas, tout ça, ça lui donne vraiment une légitimité. Pour négocier avec la commission et pour dire voilà, j'ai d'autant plus raison parce que je viens de ce monde-là, je le connais, je sais comment vous êtes, je sais comment vous pensez, et je sais comment le bloquer. Et voilà, je sais comment le bloquer, je sais que vous avez tort et moi j'en suis revenu, pas vous, et donc je suis quelque part supérieur à vous d'un point de vue de la légitimité. Et à ce moment-là, alors, avant qu'on en vienne à ça, si vous voulez, il faut dire aussi qu'il y en a d'autres qui présentent... vous savez, on avait dit, bon, si la France s'est endettée, etc., un jour ou l'autre, il va falloir nommer un Gauleiter. Vous savez, c'est-à-dire quelqu'un qui sera nommé par la Commission européenne et qui imposera à la France... Alors, il est possible que Barnier soit ce Gauleiter et qu'il continue à trahir. Mais tout à fait, il faut s'y attendre. Hein. C'est ce à quoi s'attendent la plupart des gens. Mais c'est possible, mais on le verra. Et à ce moment-là, on le dira. Mais dès le départ, imputer à cet homme qu'il est une crapule, c'est pas parce qu'il s'est trompé dans le passé qu'il va se tromper automatiquement dans le futur. Il est possible qu'il ait ce qu'on appelle un retournement. Donc, je vais certainement pas, surtout au vu de ce que j'ai lu, de ce qu'il avait écrit, en tout cas, il a parfaitement diagnostiqué la perte de souveraineté de la France. Et je me dis, s'il est capable de faire ça, il est peut-être capable aussi d'avoir du caractère. Alors, encore une fois, je n'en sais rien, mais ça peut arriver. Ouais, et puis quand même... Je veux dire, évidemment qu'on n'est pas, on va pas sauter au plafond parce que Michel Barnier est Premier ministre, mais par rapport à tout ce qu'on pouvait avoir, c'est un des moins mauvais choix. C'est un des moins mauvais choix de toute façon. Mais oui, c'est un mauvais choix. Et puis, il arrive à un âge, si vous voulez, à 73 ans, où on commence à se retourner sur sa vie et à se dire, alors je suis sûr qu'il est content d'avoir fait une belle carrière et tout. Mais s'il a fait une belle carrière, prenons l'hypothèse qu'il aime son pays. J'en sais rien. Prenons l'hypothèse que c'est un type qui aime son pays. Bon, il a servi son pays dans les instances internationales, comme il fallait le faire, compte tenu des règles qui existaient à ce moment-là. Mais il est possible qu'il se retourne en disant aujourd'hui, non, quoi, non. Et puis, oui, je pense qu'à son âge, de toute façon, il va pas attendre quoi que ce soit de plus. Après, il va faire son mandat. Après, peut-être qu'il prendra sa retraite politique, d'ailleurs. C'est vrai que si on avait quelqu'un d'autre, je sais pas, une Valérie Pécresse, par exemple, elle s'attendrait à ce que ce soit une sorte de tremplin. Elle a déjà essayé la présidentielle, elle s'est rétamée comme c'est pas permis, mais c'est des gens qui ont une telle opinion d'eux-mêmes en tant qu'énarques, etc. Et qui roulent pour eux. Ce qui m'ennuie avec toute cette classe politique française, c'est que
il n'y en a plus un seul qui ait le sens de l'histoire, le sens de la nation, le sens du pays et le sens de ce qu'était la France. Et donc je me dis, Valérie Pécresse, elle l'a pas, puis tous les autres, ils l'ont pas. Ils y pensent pas, c'est pas comme ça qu'ils réfléchissent. Et c'est ce que disait Philippe de Villiers dans un livre que j'avais lu, ça m'avait intéressé. Il avait dit, dans le fond, autrefois, on cherchait à servir. Et puis lui, quand il a fait l'ENA, il le dit, il écrit, il dit, ce qui est rigolo, c'est qu'il cherchait pas à servir, il cherchait à se servir. Et donc, la question qu'on doit poser, c'est, est-ce que Barnier est un homme qui veut servir, ou est-ce qu'il veut se servir? J'ose espérer qu'il veut pas se servir. Mais encore une fois, je peux me tromper, hein, c'est pas du tout... mais ce serait pas la première fois qu'il y aurait un type qui arriverait, qui étant arrivé au pouvoir qu'il cherchait à avoir... il retournait comme une crêpe. Ouais. Déjà, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans le peu qu'on a vu du personnage jusque-là. C'est vraiment comment ça jure avec la plupart des premiers ministres, même tous, qu'on a eu déjà au moins depuis le début du mandat de Macron, en 2017. Même peut-être... Ils sont tous des pantins qui étaient depuis Guignol. Même depuis le début de Sarkozy, voire même depuis la dernière cohabitation avec Jospin. C'est-à-dire que là, déjà, ce qui est assez révélateur, c'est que l'Élysée voulait lui imposer son directeur de cabinet, et qu'il a dit non, c'est moi qui vais choisir mon directeur de cabinet. Alors, il a choisi le directeur de cabinet de Le Maire, mais sans doute parce que il faut présenter le budget, et le type il doit savoir à peu près ce qu'il y a dans le budget, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il était déjà sur le boulot, donc on n'a pas besoin de former un directeur de cabinet au budget, le type il est déjà, il sait où sont tous les cadavres, quoi. Donc c'est pas plus mal, donc ça ne veut pas dire automatiquement qu'il est dans les mains de l'inspection des finances, quoi. C'est ce qu'on peut espérer. Ouais. Et donc je pense pas qu'il se laisse dicter sa ligne de conduite par Emmanuel Macron comme l'ont fait les autres. Après, peut-être que je peux me tromper, mais ça a l'air d'être quelqu'un qui a une certaine indépendance d'esprit. On lui a proposé déjà justement en 2019 de quitter les LR et le PPE pour briguer la présidence de la commission, s'il rejoignait justement la République en marche à l'époque, et il a dit non, je veux pas quitter ma famille politique. Alors sa famille politique, elle a beaucoup de défauts, on peut le dire, mais voilà, c'est quelqu'un qui a une certaine loyauté. Il s'était engagé à l'UDR déjà quand il était adolescent, et depuis il a jamais quitté cette famille politique. Alors là, il faut dire quelque chose du point de vue politique, mais encore une fois, c'est dans l'hypothèse où ce dont on discute se passe, c'est que si il réussit, par exemple en nettoyant les écuries d'Augias, etc., ce sera le prochain président de la République. Oui, peut-être, oui. C'est certain. Il arrive, oui. C'est certain. C'est-à-dire que si j'étais Marine, ou si j'étais... je serais dans un état second, parce que il peut court-circuiter. Et Wauquiez, pareil. Ouais. Parce que Wauquiez qui dit, moi, avant 2027, je ne fais rien, alors que la France est dans la panade, c'est le type qui se retire dans un couvent en 1941, quand les Allemands sont en Allemagne, et qui attend que ça se passe bien en 45, quoi. Voire même, on attend 46-47 pour être bien sûr. Bien sûr qu'ils sont partis. Donc, sous ça me paraît pas faire preuve d'un grand courage. Donc, alors, encore une fois, nous n'en savons rien, mais... encore une fois, il est possible que nous soyons déçus en bien. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la gauche, elle est déçue tout court, et en même temps, c'est assez logique. Le NFP disait que quel que soit le gouvernement, tant que c'était pas leur gouvernement à eux, ils allaient le censurer. Donc forcément, l'équilibre à trouver au départ, il se trouvait quelque part entre les LR et le PS, voire même une partie des écologistes. C'est ce que voulait Macron. Enfin, en tout cas, c'est une des hypothèses que voulait Macron, et par la position du PS, forcément l'équilibre à trouver, il était à droite, c'est nécessaire. C'est le président du PS, là, le premier secrétaire, fort. qui a refusé Cazeneuve, ouais, tout à fait, absolument. Et donc a refusé Cazeneuve, et donc on se retrouve. Donc a refusé Cazeneuve, il se retrouve avec Michel Barnier, et ils sont pas contents maintenant. Donc, ils sont pas contents, mais ils ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Mais encore une fois,
Je trouve ça très intéressant parce que si par hasard il réussit, à ce moment-là, les Républicains reviennent. Ouais. C'est-à-dire que c'est un coup terrible pour le Rassemblement national. Oui, alors ouais, c'est un peu, effectivement, ça peut être à double tranchant pour le Rassemblement national. Complètement, ouais. À la fois, le Rassemblement national a plutôt bien géré cette séquence post-élection parce que ils ont rien dit. Ils ont rien dit et ils ont pas joué justement comme le NFP. Ils ont dit voilà, par exemple Xavier Bertrand en censure, Valérie Pécresse en censure, voilà, d'autres personnalités en censure. En revanche, quand on leur a dit Michel Barnier, ils ont dit on censure pas, en tout cas avant le discours de politique générale. Et ensuite, forcément, cette nouvelle majorité, elle va ce sera pas une majorité, ce sera une absence de condamnation par la majorité. Ouais. C'est-à-dire c'est la corde qui soutient le pendu. Quoi. Oui, c'est soutien sans participation on ne vote pas la censure tant que... Voilà, mais s'il commence à réussir... il faudra que le Rassemblement national censure, mais à ce moment-là, il le fera et le peuple lui en voudra. Ouais. Donc, il me semble que le Rassemblement national est tombé dans un piège là considérable. Bah alors, pour le coup, si le gouvernement Barnier fait les choses bien, le RN n'a pas du tout intérêt à censurer. Ben oui, mais en même temps, s'ils se disent que le prochain, ce sera lui et que ce sera pas Marine... Mais d'ailleurs, je commence à me dire, parce que là, il y a quelques annonces qui sont faites, même si pour l'instant, il y a pas grand-chose. Mais par exemple, Michel Barnier voudrait faire un ministère de l'immigration. Alors, on sait pas trop ce qu'il voudrait en faire exactement, hein, mais rien que de vouloir faire ça, la gauche se dit, oh là là, c'est le fascisme. Et je me dis, finalement, ce qui est de plus en plus probable, c'est pas que le RN se mette à vouloir voter une motion de censure, mais si ça se trouve, ce sera le groupe centriste qui voudra voter une motion de censure avec le NFP. Et ça se trouve, la censure, en fait, viendra de ce camp-là et pas du tout de la droite, au final. Voilà, c'est pas du tout impossible. Et je crois savoir, mais je sais pas si c'est vrai, que c'est l'ancien Premier ministre, Attal, qui a torpillé Macron, parce que Macron voulait que ce soit le Rassemblement national qui soit le Premier ministre, pour pouvoir, qui aurait été incapable de gouverner, et donc qui ensuite s'aurait fusillé et on aurait fait gagner le parti présidentiel la fois d'après. Et c'est Attal qui a fait l'alliance avec le NFP. Tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, ils sont fâchés à mort. Quoi. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une partie du parti présidentiel là qui doivent en valoir à mort au président, et l'autre parti qui trouve que peut-être pas, et donc l'autre parti a la vocation à rejoindre les Républicains. Ouais. Et donc si jamais il n'échoue pas ou s'il réussit, ça va redistribuer complètement les cartes, parce que d'un seul coup vous avez une personnalité et qui présente bien. Ouais. Comme me disait un ami récemment, quand Xi était venu, le chinois, vous savez, là, et qu'il y avait Attal qui était venu l'attendre avec sa cravate serpillière, et son pantalon, son petit costume Zara, son petit costume Zara et son pantalon bouchonnant et tout, alors que Xi, il avait honte. Mais si quand Barnier est là, on a d'un seul coup plus honte d'être français. Mais c'est con, mais... Non mais je suis d'accord. Hein, il présente bien. C'est bête, mais effectivement, il y a quelque chose d'assez rassurant dans cette personnalité. C'est-à-dire que déjà aussi, comment dire, il y a un peu une forme à l'ancienne. Et il nous rappelle plus les politiques d'il y a 40 ans. Alors il y avait beaucoup de Cornillo aussi il y a 40 ans, hein, sous Mitterrand. Je vais pas faire l'éloge des années 80. Mais ils étaient bien élevés. Ils étaient bien élevés. Il y avait des codes qui étaient différents. Ils gueulaient pas dans l'Assemblée. Ouais. Et puis il y a une forme de respect des autres formations politiques aussi, parce que là c'est insupportable, plus le temps passe, plus on parle de champ républicain, etc. Qui est dans le champ républicain, qui n'y est pas, alors, et qui décide de qui peut y être et qui peut y être, et à chaque fois ce champ républicain ne fait que se rétrécir, partir à gauche et à droite, c'est comme les frontières de la Pologne, quoi. Exactement, 1000 km en avant, 1000 km en arrière, alors à la veille des élections législatives, le PS n'était pas dans le champ républicain, le lendemain, dès qu'il s'agissait de faire barrage au RN, il y était, et voire même une partie des LFI, alors que à chaque fois ça change selon les besoins, et ça effectivement c'est quelque chose d'assez
assez insupportable. Et pour le coup, Michel Barnier, il a de l'expérience de sa carrière, il a cette hauteur de vue, il a reçu des chefs politiques dans sa carrière de tous les partis politiques sans vraiment faire de jugement de valeur profond. C'est ce que disait notamment Jean-Yves Le Gallou, je crois que c'était au début des années 2000, quelque chose comme ça, où je sais plus dans quelles circonstances, mais il devait rencontrer effectivement Michel Barnier, et il le faisait en tant que représentant du Front National à l'époque. En plus, c'était le Front National quand même d'il y a 20 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, quoi. Et il disait que voilà, Michel Barnier l'avait reçu très professionnellement, voilà, sans jugement de valeur, sans se dire oh là là, je suis en train de recevoir le diable, le fascisme, etc. Mais là, il y a un vrai problème politique. C'est assez rafraîchissant. Bien sûr, c'est rafraîchissant. Il y a un vrai problème politique, c'est que ou bien un parti est fascisant, etc., et il doit être interdit, ou il n'est pas interdit, et à ce moment-là, il doit être traité convenablement. C'est-à-dire qu'il me semble que pour moi, ceux qui refusent de traiter convenablement des élus du peuple, c'est eux qu'on devrait exclure. Oui, surtout que, à la limite, si un parti fait 2%, je peux comprendre qu'ils sont un peu ostracisés, mais enfin là, il a presque frôlé les 40, enfin, en tout cas, plus de 30 aux dernières élections, donc c'est quand même gigantesque. Donc, si je regarde des chiffres, il me semble que toute la gauche doit faire 27 ou 28%, le parti... le Rassemblement National doit faire 33 ou 34 et toute la droite doit faire 47. Donc, voir des gens qui faisaient 27% hurler pendant 2 mois que c'est eux qui devaient être parce qu'ils étaient en tête. Ils étaient en tête de quoi? Ils étaient en tête par un pur concours de circonstances et par une alliance. Ils étaient en tête du nombre d'élus. Mais ils n'étaient pas du tout en tête du nombre de voix. Oui. Or, les élus, ça compte pas. Ce qui compte, c'est les voix. C'est les citoyens qui parlent. C'est pas les arrangements des partis. Et en plus, voilà, ils ont eu vraiment beaucoup de mal élus. C'est-à-dire que je suis pas sûr, là, par exemple, à Avignon, on m'en parlait pas. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne savaient pas du tout pour qui ils votaient. Parce que voter pour un antifa fiché S violent comme Raphaël Arnaud, je pense que faut vraiment pas se renseigner avant pour le faire. Pour le faire. Donc, pour en revenir à lui, alors maintenant, on va voir quel genre de gouvernement il va faire. Il devrait faire un gouvernement, j'espère, assez ramassé, où il y aura que 3 ou 4 ministres. Mais les impasses importants, c'est qui va être ministre de l'Intérieur et qui va être ministre de la Justice. Parce qu'il peut rien faire, des changements, il peut rien faire dans le domaine de l'immigration s'il n'y a pas la justice. Et dans le domaine de la criminalité, s'il n'y a pas l'intérieur. Et si l'intérieur et la justice ne sont pas d'accord, donc ça va être les deux ministères très importants. Tout à fait, parce que d'habitude, c'est vrai que ce sont des ministères qui servent beaucoup à la communication plus qu'à l'action. Et les présidents de la République aiment bien mettre des profils assez fermes à l'intérieur, parce que voilà, on aime bien avoir un profil rassurant, quelqu'un qu'on se dit, voilà, et lui il s'intéresse à la sécurité, tout ça. Mais derrière, un profil beaucoup plus laxiste à la justice, parce que on veut aussi rassurer les juges, qui sont quand même assez marqués à gauche. Et donc on veut pas trop de problèmes de ce côté-là, et ça permet finalement d'avoir un côté rassurant mais en ne faisant rien. C'est exactement ce qui s'est passé avec Darmanin, qui a un côté peut-être un petit peu ferme, et Dupond-Moretti à la justice. Et là effectivement ça va être intéressant de voir qui va y avoir. Si c'est la même chose, c'est qu'il va rien se passer, et si on a un profil qui clairement déplaît notamment au syndicat de la magistrature, ce sera plutôt bon signe. Oui, et surtout, il faut quelqu'un qui, comme il l'a dit dans sa déclaration de 2021, défende les intérêts du droit français, le ministre de la Justice, contre les empiètements de Madame van der Leyen, qui fait coup d'État sur coup d'État sans que personne ne dise jamais rien. Ouais, tout à fait. Il avait en 2021, il voulait faire un bouclier constitutionnel au moins temporaire, c'est-à-dire protection de l'État, des condamnations, que ce soit de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l'homme. Il disait, en gros, c'est insupportable parce qu'on fait campagne en France sur tout un tas de trucs, sauf que derrière, on s'expose justement à des condamnations. Il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a aucune raison qu'on y soit, quoi. Ouais.
Ce serait une mesure qu'ils pourraient prendre qui serait bien. Ouais. Parce qu'elle ne fait pas partie de la constellation de l'Union européenne. Donc sortir de dire la France est le pays des droits de l'homme, on n'a pas besoin de ça. Oui, on peut, on n'a pas besoin. En théorie du moins, on peut en sortir comme on y est rentré. Vraiment, il suffit d'envoyer un courrier. Oui, voilà. Et pour ce qui était de l'immigration, ils voulaient stopper immédiatement les régularisations, limiter rigoureusement le regroupement familial, réduire l'accueil des étudiants étrangers et l'exécution systématique de la double peine. Ils se déclarent favorables à l'interdiction du voile dans l'espace public et dans les universités. Concernant les questions économiques, ils proposent une baisse des taxes pour les entreprises qui produisent en France et la création d'un fonds national souverain et le doublement des crédits de la recherche pour soutenir les secteurs stratégiques. Ils souhaitent également une baisse des cotisations sur les salaires intermédiaires entre 1,6 et 2,6 SMIC. Ça d'ailleurs, on en avait parlé l'an dernier dans une émission de la difficulté justement d'augmenter un salarié. Bien sûr, on est en train de smicardiser la France, à empêcher les... Voilà, exactement. On sait qu'il y a un SMIC. Alors on parle toujours de l'augmentation du SMIC, mais on parle jamais de l'augmentation du nombre de gens qui sont au SMIC. Et ça, forcément, c'est aussi un problème. Donc voilà. Alors après, ils proposaient en tout cas, ça va pas plaire à tout le monde, l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans, ainsi que l'augmentation de la durée hebdomadaire du temps de travail et l'instauration d'une aide sociale unique. La France est le pays en Europe qui travaille le moins. Oui, par an. Par heure, et beaucoup, hein. Ouais, tout à fait. Donc, alors, on a une bonne productivité par heure, mais on travaille moins d'heures que les autres. Beaucoup moins d'heures. Et donc, vous vous dites, vous voulez être payé comme les autres, mais vous travaillez beaucoup moins. Je crois que ceux qui travaillent le plus en Europe, c'est les Suisses. Ouais, ce serait pas étonnant, oui. Ce serait pas étonnant, mais en même temps, c'est normal de travailler plus quand on gagne plus. C'est sûr que. Ça, mais en plus quand on garde plus, quoi. Oui, c'est clair. Oui, on gagne plus et l'État vous en prend moins. L'État vous en prend moins, donc ça devient grisant, quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est sûr, ce serait pas étonnant. Mais est-ce que ensuite il va essayer de mettre vraiment en place il a dit des choses intéressantes. Il veut révaloriser le travail. Ouais. C'est-à-dire que ça fait des années que dans l'enseignement en France, on explique que le travail est une malédiction. Vous savez, on a fait des émissions là-dessus sur les deux notions du travail, le travail accomplissement ou le travail punition. Et donc, on présente toujours aux élèves des écoles, etc., le travail punition. On vous fait lire Zola, on vous fait lire tout ça, c'est affreux. Et donc, revaloriser le travail, ça veut peut-être dire le payer mieux, c'est déjà quelque chose, mais ça veut surtout dire revaloriser dans l'esprit des gens. Or, la France, c'était quand même la terre, qu'on le veuille ou non, de ce qu'on appelait la belle ouvrage. C'est-à-dire le type était fier de son travail, l'artisan, et je me souviens très bien dans les campagnes en France, quand j'étais jeune, les types étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Et donc il y avait une espèce d'emporté au nu le beau travailleur. Mais ça fait maintenant 40 ans que l'éducation nationale nous explique que travailler, c'est enrichir un patron, donc c'est idiot. Et il faut peut-être abandonner cette notion, quoi. Même intellectuellement, mais il y a aussi un énorme travail à faire dans l'éducation nationale. Par exemple, moi, je le dis tout le temps, je suis arrêté dans la rue par des tas de gens, et je dis, et c'est vrai. Et il y a à peu près la moitié de ces gens, vous avez été souvent avec moi quand ça se passait, mais qui sont noirs ou qui sont arabes, qui sont de l'immigration. Et ils me remercient. Et je crois qu'ils me remercient fondamentalement parce que je leur explique que la France, c'est quand même pas un pays pourri, quoi. On n'a pas fait que du colonialisme, on n'a pas fait que de l'exploitation. La France, c'est quand même un pays, par exemple. En France, depuis 10 siècles, un esclave qui arrivait en France, et physiquement, il était automatiquement libre. Il n'y avait pas d'esclavage en France. Il y en a peut-être eu dans nos colonies. Oui, dans les Antilles, tout ça. Dans les Antilles, etc. Mais il n'y avait pas. La France, c'était le pays des hommes francs, c'est-à-dire libres. Ouais, tout à fait. Eh bien, il n'y a plus aucun effort dans l'éducation nationale pour valoriser l'image de ce qu'a été ce pays. Et je trouve ça, mais à la limite du criminel. C'est-à-dire que les enfants ne savent plus pourquoi ils doivent aimer ce pays. Et j'ai été hier avec une personne qui me disait, mais c'est affreux parce que la génération qui avait 12, 13, 14 ans pendant le Covid, là, ils sont maintenant, il y a des psychologues spécialisés qui s'occupent d'eux parce qu'ils sont désespérés. Ils ont devant eux, on leur présente un futur dans un pays de merde où il va faire trop chaud, et où il n'y aura rien à bouffer, et où ils devraient avoir un rondel blanc, etc. Donc, peut-être on l'a fait sciemment, mais aujourd'hui, il y a toute une génération de gamins
qui sont malheureux comme des cailloux, qui ont honte d'être français, quoi. Oui. C'est vrai qu'on inculque à la fois la peur de l'avenir et la honte d'être soi. Donc forcément, ça vous donne pas forcément envie de se lever le matin pour faire quelque chose de constructif. Non, et puis qu'est-ce que vous avez comme avenir si vous écoutez les écolos qui vous expliquent qu'on va tous mourir bouillis, et puis les professeurs de français qui vous donnent à lire Zola, la bête humaine ou j'en sais rien, et puis qui pleurent sur le fait qu'on est tous morts, que la France n'a jamais rien fait de grand. Et tout, donc vous avez à 12-13 ans, je sais pas, on a besoin de regarder vers le haut, quoi. Ouais. Et on le fait, plus personne ne le fait. C'est effrayant, quoi. Moi, quand j'étais gamin, je lisais des bouquins sur de plus tard, quoi, sur les grands hommes. Ça me donnait une envie de monter. Oui, effectivement, il y a une manière aussi de raconter l'histoire, les historiens un peu plus académiques n'aiment pas forcément la manière de raconter l'histoire qu'on apprécie un peu plus à droite, je sais pas forcément pourquoi d'ailleurs. À droite, on préfère notamment parler de l'histoire des grands hommes, effectivement les grandes batailles, les grandes guerres, on aime parler des hommes éminents. Ouais. Qui ont changé le cours de l'histoire, quoi. Mais parce qu'il y a un rôle inspirant aussi chez ces hommes-là. On veut leur ressembler. Voilà, et on veut la transmission, elle est humaine. Je veux dire, c'est intéressant de faire une thèse sur l'économie du blé dans le Franc-Comtois entre 1441 et 1481, mais je veux dire, c'est pas ça qui a passionné l'histoire pour les gamins. Et eux, ils vont pas retrouver quelque chose, d'inspirant là-dedans. Il y a quelque chose qui m'amusait récemment, j'ai appris, je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais enfin quelqu'un m'a dit, donc ça fait partie des choses qu'on sait sans on n'est pas sûr, qu'il y aurait à peu près 10% des promotions de Polytechnique aujourd'hui qui sont marocains. Et, pourquoi marocains? Pourquoi Polytechnique? Et donc j'ai posé des questions des Marocains. Ils m'ont dit, c'est pas difficile. Vous nous avez légué Jules Ferry avec l'IOT, là, vous savez, donc ils ont monté un système d'éducation. Et on n'a rien changé. On n'a jamais rien changé. Vous avez été de réforme de l'éducation nationale en réforme de l'éducation nationale, et plus vous réformez, plus mal ça va. Donc, on peut pas s'empêcher de penser, si on n'avait rien touché avec Jules Ferry, si on l'avait gardé tel qu'il était, si on avait le droit de mettre un coup de pied aux fesses des garçons quand ils déconnaient ou un coup de règle sur les doigts, peut-être notre école serait pas dans l'état désastreux dans lequel elle est. Oui, il y aurait peut-être pas autant d'écoles privées, effectivement. Il y aurait peut-être pas autant d'écoles privées. Et les écoles privées coûtent 30% de moins que les écoles publiques. Pour l'État, pour la société. Pour la société. Et il y a des listes d'attente à n'en plus finir que tout le monde veut se barrer de l'école publique. Ouais. Donc, on peut pas s'empêcher de penser que si on peut faire marcher les écoles pour 30% de moins, c'est peut-être qu'il y a un gâchis pas possible de 40 ou 50% dans l'éducation nationale qu'on pourrait supprimer, faire baisser les impôts d'autant, quoi, non? Je sais pas. Oui, tout à fait. D'ailleurs, alors ça irrite énormément de gens de gauche parce qu'ils disent, voilà, c'est insupportable que dans ces écoles privées, il y ait quand même des aides de l'État, machin. Oui, mais justement, l'État investit, en fait, en quelque sorte, dans ces écoles, parce que le coût par élève est moins important que dans les écoles privées, dans les écoles publiques. Donc en fait, ça revient moins cher à l'État de financer partiellement le fonctionnement des écoles privées. En l'occurrence, c'est des écoles semi-privées, c'est-à-dire sous contrat avec l'État. Mais pour la société, ça revient moins cher d'avoir cette aide-là que d'avoir le poser les âmes de gauche. C'est pourquoi l'autre est à 50% plus élevé, quoi. Ouais. Parce qu'il y en a dans des endroits pas possibles de ces écoles privées. Ouais. Il y en a pas que dans les quartiers, dans les beaux quartiers. Par exemple, je crois que la quasi-totalité de la Bretagne, la moitié des écoles doivent être. Oui, il y en a beaucoup. Oui, en Bretagne. En Bretagne, il y en avait beaucoup. Donc, encore une fois, ce qui m'étonne dans ces trucs-là, c'est que la gauche s'est occupée de l'éducation nationale, puisque ça a été son monopole. C'est un vrai désastre. Il y a un concurrent qui tient la route comme il peut. Et la conclusion, quand il y a la gauche, c'est il faut supprimer le concurrent, quoi. Ouais. Oui. La thèse de la gauche, littéralement, c'est que si le public s'effondre, c'est à cause de la présence du privé. J'ai envie de dire, c'est plutôt ce qui explique le succès du privé, c'est l'effondrement du public. Le public fonctionnait. D'ailleurs, avant, il y a 50 ans. À l'époque de Jules Ferry, moi quand j'étais jeune, le lycée, j'étais à Amiens, le lycée et l'école de jésuites, où était d'ailleurs le président actuel, la Providence, et ben ils étaient à côté, littéralement, ils avaient une colocation séparée, et c'était de même niveau, quoi. Ouais. On mettait ses enfants à la Providence parce qu'on était
orienté un petit peu catholique, quoi. C'était plus un truc confessionnel qu'un truc de niveau. Mais maintenant, il n'y a même pas photo, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde veut mettre, il y a beaucoup de familles, dès qu'elles ont un revenu suffisant, il y a beaucoup de familles issues de l'immigration qui mettent leurs enfants dans des écoles privées catholiques. Et alors, bon, eux, ça les intéresse pas forcément le catéchisme, mais ils se disent, je préfère quand même que mon enfant... Vous savez qu'on avait le club de rugby Biarritz, puis on avait embauché au club de rugby, on l'a plus maintenant, mais c'était il y a 2-3 ans, on avait embauché un pilier qui était un colosse, qui était maghrébin. Et donc il était venu pour s'enseigner sur les écoles. Là. Et alors, mon fils, qui était président du club, lui avait dit, il y a des lycées, etc. Il dit, monsieur, jamais dans une école privée. Hein. C'était un maghrébin français. Hein. Il disait jamais, toujours, moi je vais aller que mes enfants, ils vont aller que dans des écoles religieuses. Hein. Ouais. Parce que pour lui, mettre ses enfants dans l'école, dans le lycée, c'était même pas envisageable. Avec toutes les conneries qu'il racontait dans les lycées, pour lui, il avait honte, quoi. Oui, bien sûr. Donc, ça me fait rigoler de voir que les Maghrébins se précipitaient tous dans les écoles privées, quoi. Ouais, non, mais c'est pas étonnant. Moi aussi, il y en avait pas beaucoup, mais là où j'étais dans le semi-privé, il y avait aussi effectivement quelques Maghrébins, parce que c'était une des meilleures écoles du quartier, et que les écoles publiques du quartier sont vraiment moins bonnes par rapport aux autres. Voilà, donc même si ton enfant fait un peu de caté, c'est pas grave. Et en plus, ils avaient des places un peu privilégiées dans les écoles, parce que justement, comme ils étaient Maghrébins, on est content de les avoir dans les écoles privées, quoi. Ah oui. Oui, effectivement, il peut y avoir des problématiques de quotas, tout ça. Non, on est très content de les prendre. Et en plus, c'est souvent des bons élèves. Bon, donc, il y a ce machin-là. Et on peut dire aussi ce qu'on veut de Barnier. Au départ, c'était un homme de la province. Ouais. C'était pas un homme de Paris. D'ailleurs, plus jeune conseiller de France, à 22 ans, il était au conseil général de Bourg-Saint-Maurice, et c'était le plus jeune conseiller de France à l'époque. Et ensuite, il est revenu, après avoir occupé quelques postes importants, il est revenu au conseil général, mais cette fois-ci en tant que président. Et c'est à ce moment-là, donc dans les années 80, et c'est à ce moment-là qu'il a fait toute la candidature d'Albertville pour les Jeux Olympiques de 92, qui sont d'ailleurs les derniers Jeux Olympiques d'hiver qui sont déroulés la même année que les Jeux Olympiques d'été. Voilà, c'est une petite question de culture générale, maintenant vous le savez, quoi. Vous savez, voilà, c'est ce qu'on appelle des factoïdes. Voilà. Donc, encore une fois, on lui donne une chance, on le regarde agir, et on va être assez rapidement renseigné sur la réalité. Parce que, où il fait comme Macron, il parle de la souveraineté européenne et de la souveraineté française en même temps. Ouais. Et à ce moment-là, on sait que c'est foutu. Ou il parle de la souveraineté française, qui est indivisible d'après la Constitution. Et à ce moment-là, on sait qu'il est en conflit direct avec Macron. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on va abandonner cette politique de tout lâcher à l'Europe parce que c'est notre rêve et c'est pour ça qu'on a été payé par je ne sais qui, ou est-ce qu'il va reprendre les rênes de la maison France, quoi. C'est ça, là. C'est ça. Et déjà, avant la moindre annonce véritable de son discours de politique générale va être très intéressant. Tout à fait. Faudra porter une attention tout à fait particulière au vocabulaire qu'il utilise. Voilà. Parce que pour une fois, c'est pas quelqu'un qui est issu directement du centrisme. Voilà, c'est pas un jeune communicant, c'est pas un Attal, c'est pas Castex, c'est pas l'école Juppé non plus. Donc et puis c'est quelqu'un, voilà, je pense qu'il y a une certaine indépendance d'esprit, qui est capable de penser par lui-même. Je pense que pour lui, les mots ont un sens. Voilà, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'il est capable de penser par lui-même ? Ouais. Est-ce que pour lui les mots ont un sens ? Enfin voilà. Donc faudra porter une attention tout à fait particulière à ce discours. D'ailleurs, je crois que ça va être le premier discours de politique générale que je vais vraiment écouter, parce que tous les autres ne m'intéressaient pas. D'ailleurs, j'en ai absolument aucun souvenir. Mais celui-là, je vais le regarder d'une manière très attentive, parce que effectivement, je vais évidemment prêter une certaine attention à tout ce qu'il annonce, mais peut-être encore plus le vocabulaire qu'il utilise aura son importance. Donc on verra effectivement s'il s'inscrit totalement dans le giron de Macron, ou si au contraire il utilise d'autres termes, d'autres manières de voir les choses qui peuvent être assez révélatrices de quelque chose d'assez positif par rapport à ce qu'on a eu ou qu'on aurait pu avoir dernièrement. Oui, surtout que
Au départ, ça paraissait mal parti. Hein. Oui, ça paraissait très mal parti. Et moi, je dis, c'est pas le Messie. Hein, on n'est pas là pour faire un immense éloge de Michel Barnier. Mais franchement, c'est plutôt un choix plutôt rassurant par rapport à ce que je pensais qu'on allait avoir. Et puis c'est un technocrate européen. Oui, il a participé à la rédaction du traité d'Amsterdam, tout ça dans les années 90. Mais je trouve que peut-être il le faisait de bonne foi. Et il s'est rendu compte que on peut faire des erreurs historiques en étant au pouvoir. Et ben on fait des trucs et puis ensuite, c'est ça qui me tue avec les hommes politiques, c'est qu'ils disent jamais tiens je me suis trompé là. Ouais. Ils volent de succès en succès, mais pas la France quoi. Ouais. Eux, ils sont jamais trompés, ils vont toujours dans le bon sens et c'est tout à fait étonnant. Donc, ce serait pas mal qu'un type arrive et dise bon, pendant 20 ans, j'ai fait que des conneries, quoi. Ouais. Et puis, je pense que c'est aussi un démocrate authentique, c'est-à-dire qu'il est conscient aussi que. Et il a proposé le référendum. Tout à fait, il a proposé le référendum. Ça, c'est un truc extrêmement important. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est un démocrate authentique, c'est-à-dire qu'il sait qu'il n'est pas arrivé au pouvoir parce que 80% des Français ont voté pour lui. Il sait qu'il est arrivé au pouvoir dans une situation un peu particulière, qu'il a une majorité qu'il soutient de manière tacite, c'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas, on lui a pas fait de motion de censure et que c'est une majorité fragile et donc il est obligé de contenter un peu tout le monde, y compris le Rassemblement National. Il ne peut pas considérer que le Rassemblement National, on peut pas lui parler que c'est le diable en personne. Et donc il est obligé de prendre cela en considération et je pense qu'il va le faire. Je pense que c'est un vrai démocrate de ce point de vue. Maintenant, dès qu'il sera au pouvoir, ce serait un audit des dépenses de l'État. Ouais, tout à fait. Parce que ça, en tant que Premier ministre, il peut tout à fait le commander. Il n'a pas besoin de demander la permission à la présidente de la République. Hein. Donc, demander un audit des dépenses de l'État pour savoir où, enfin, passe notre pognon. Ouais. C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a les... Où est-ce que j'ai vu, comment elle s'appelle, Molinier, vous savez, la fille oui, Agnès Verdier-Molinier. Verdier-Molinier, qui dit, d'après une étude de l'OCDE, que j'ai pas lue, mais enfin, je cite mes sources, il y a en France 100 milliards d'euros de doublons administratifs. C'est-à-dire de gens qui sont payés pour faire quelque chose que quelqu'un fait déjà ailleurs. Ouais, tout à fait. De doublons administratifs. Donc, s'il y a 100 milliards d'euros de doublons administratifs, on doit pouvoir couper un peu quand même. Oui, tout à fait. Ça, il y a des trucs pas possibles comme ça entre les conseils, les commissions, les hauts conseils, le machin, et que ce soit dans les hôpitaux, il y a 3 niveaux de décision. Voilà, et parfois ça existe au niveau départemental, ensuite ça existe au niveau régional, ensuite ça existe au niveau national. Alors, ce que dit Didier là, avec qui vous savez, je travaille beaucoup là-haut, ils disent que dans les instances de décision. Si pour avoir une décision favorable, il faut passer dans 3 instances. Ouais. Mais la probabilité qu'il y en ait une des 3 qui disent non est quand même très élevée. C'est-à-dire que rapidement, plus il y a d'instances de décision, plus la probabilité que rien ne se passe est élevée, tout à fait. Qu'on ne fasse jamais rien, parce qu'il y aura toujours un gars qui dira non dans une des 3. Oui. Et donc, il dit, en principe, une instance de décision pour les décisions importantes, il doit y en avoir une. Ouais. Et c'est celle-là qu'on en convainc, mais en convaincre 3 de suite, vous vous rendez compte la gamelle ? Ouais. Et pour vous êtes un entrepreneur, vous devez, je sais pas, faire un haut fourneau. Vous imaginez le nombre de trucs que vous avez à faire avant d'avoir, il faut 7 ans pour avoir l'autorisation de faire votre haut fourneau, quoi. Ouais. C'est une histoire de fou. Donc, cette multiplication des centres de décision, par des gens qui ne sont pas élus d'ailleurs, est une des causes principales de l'effondrement de l'économie française, parce que les types réussissent plus à passer. Ouais, et en plus ça coûte un pognon de dingue d'entretenir tous ces trucs-là qui servent à rien. Qui servent pas à rien, mais qui sont en superfétatoire, quoi. Il en faut un. Oui, on pourrait écrémer des 2 tiers facilement. Il y a une décision administrative ne doit être prise que par une entité. Puis il n'y a aucune raison. Alors maintenant c'est pris au niveau de la ville, du département, de la région. Puis ensuite il y a Paris qui vient mettre son nez. Ouais. Alors, donc, comment voulez-vous que n'importe qui investisse quoi que ce soit ? Vous dites, c'est clair. C'est Musk qui voulait faire une usine de batterie en France et personne n'a pu lui trouver le terrain. Ah oui. Le terrain, il avait besoin de quelques dizaines d'hectares pour faire son usine. Ben non, il n'y avait pas une municipalité qui était en état de lui donner le terrain parce qu'il y avait tellement de trucs administratifs à passer que... Ouais. Pourtant, il y en a des terrains vides en France. Pourtant, la France est vide. Quand on regarde, quand on passe en train ou en voiture, qu'on fait la grande ligne droite du sud à Paris, on en voit des coins vides. Hein, c'est vide partout.
La France est un pays... Bon, il y a plein de monde autour de Paris, là, on est tous comme des rats dans une grosse cage. Puis à part ça, tout est vide. Ouais. C'est extraordinaire. Littéralement, le concept de la diagonale du vide. Mais qui part à peu près de... Oui, ça part de Toul par là-bas, puis ça descend jusqu'à Bordeaux, quoi. Il n'y a personne. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin bon. Voilà pour cette émission sur Michel Barnier. J'espère qu'elle vous aura renseigné un petit peu sur le personnage. N'hésitez surtout pas à continuer à nous insulter. Oui. À mettre en question notre honneur. Maintenant, si vous connaissez bien Michel Barnier, surtout dites-lui qu'on est vénaux. On est prêt à être acheté. Ouais, tout à fait. Et qu'on a commencé à lui rendre service avant même qu'il nous ait acheté quoi que ce soit. Ouais. Du coup, c'est qu'on coûte pas très cher. C'est ça. En plus, non seulement on est vélo, mais on est bon marché. Donc. Voilà. On commence déjà à faire une partie du travail gratuitement. Donc, peut-être soyez sympa, mettez 5 €. Et surtout, n'imaginez jamais que quelqu'un fasse quelque chose par conviction, par patriotisme ou par des trucs comme ça. Tous les gens sont bas. Voleurs, tricheurs, menteurs, etc. Et si vous continuez dans cette attitude, vous allez avoir une vie heureuse, parce que vous ne serez jamais trompé, puisque vous n'aurez jamais rien attendu. Ouais. Vous avez bien raison, continuez comme ça. Moi, je suis passionné par les gens, si vous voulez, qui n'attendent rien. Parce que s'ils attendent rien, eh ben, ils ne seront pas déçus. Oui, c'est clair. oui, non, mais comment dire, il faut pas s'attendre à la panacée, mais... J'ai envie de dire, donnons-lui une chance, et puis, je veux dire, on sera tout à fait honnête intellectuellement. Si dans 2 mois on voit que c'est n'importe quoi, on le dira, et voilà, il n'y a pas de problème. On dira, on s'est trompé, c'est effrayant. Voilà. Alors que si on part d'un présupposé négatif, on cherchera directement le négatif. C'est pas forcément le renforcement cognitif. Ça, vous achetez une bagnole qui est pourrie. Ouais. Et puis, mais comme vous l'avez acheté, vous avez l'air idiot. Et donc, vous expliquez à tout le monde que c'est le meilleur des bagnoles. Quoi. Ouais. C'est le renforcement cognitif. Oui, tout à fait. Quand vous êtes dans les marchés financiers et tout, c'est un truc dont il faut se méfier par-dessus tout. C'est pas parce que vous avez acheté IBM que c'est une bonne idée. Quoi. Ouais. Oui, au moins en politique on perd juste son sérieux quand on fait ça, mais sur les marchés financiers on perd son argent. C'est encore plus sérieux. C'est encore plus sérieux. Oui. Enfin voilà. Donc je vous remercie. Vous avez bien évidemment le droit de ne pas être d'accord, mais nous on fait ça vraiment en toute honnêteté intellectuelle. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on se trompe pas. On le verra bien. De toute façon, il y a que le temps qui nous le dira. Sur ce, je vous remercie quand même pour votre attention. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, faites-le pour regarder toutes nos vidéos. On est à 350 000. 350 000, oui, tout à fait, ce qui est vraiment très propre, hein, c'est pas mal du tout. Continuez, parce qu'il faut arriver à 400 000 maintenant. Voilà, et puis quand on y sera arrivé, on vous dira, c'est bien, mais il faut aller aux 500 000. Et n'oubliez pas d'aller aussi sur le site de l'Université de l'Épargne. Évidemment. Il se passe plein de trucs. Évidemment, on met beaucoup de vidéos. On a repris la production la semaine dernière. On va publier un livre. Un livre, tout à fait. De l'Université de l'Épargne. Tout à fait. Livre que j'ai lu en version PDF et qui est vraiment absolument limpide. Je l'ai lu assez rapidement d'ailleurs. Donc si moi j'ai compris, vous aussi vous pouvez le comprendre. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est ce qu'a dit Clémence d'ailleurs. Ouais. Je comprenais rien à la finance, j'ai compris quelque chose. Ouais, non, mais vraiment très, très compréhensible, absolument limpide. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine en l'occurrence, sur l'Institut Liberté pour un nouveau délit d'opinion. Merci encore. Merci beaucoup.